et pour commenter et analyser l'ensemble de ces sujets de la rentrée. Pour ce premier épisode de la saison d'Éco-Débat, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur le plateau Saad Ben Mansour, bonjour. Bonsoir Khadija. Bienvenue. Merci. Également sur le plateau d'Éco-Débat, Hicham Ben Saïd Alaoui, bonjour. Bonjour. Et notre analyste économique de Médien TV, Driss Essaoui, toujours un plaisir. Merci. Alors tout d'abord, messieurs, bien sûr, le premier sujet, l'essentiel du temps de cette émission, nous le consacrerons à ce rapport de la Cour des comptes. Beaucoup de défaillances, beaucoup de dysfonctionnements ont été relevés dans ce rapport. J'aimerais commencer avec celui de la dette publique, des finances publiques. Une réaction sur justement ce sujet très, très délicat. Hicham Saïd Alaoui. Pour moi, nous ne pouvons pas aborder ce thème sans revenir à la genèse politique d'un concept très simple. Lorsque nous regardons la structure du gouvernement et que nous sommes dans une logique d'exécutif et qu'une majorité doit être constituée, une majorité doit être constituée entre des partis politiques de différentes obédiences, de différentes convictions. Typiquement, pour reprendre un exemple très concret, parfois certains partis d'extrême gauche avec des partis de droite conservatrice, comme c'est le cas actuellement. Il se trouve que, justement, pour préserver cet équilibre parfois précaire en termes de chiffres, pour maintenir la dite majorité et pouvoir postuler à un poste au gouvernement et à constituer un gouvernement de manière prosaïque, il est extrêmement difficile d'être autocritique d'un point de vue de focalisation interne au sein du gouvernement sur les réalisations de tel ou tel département, puisque nous avons parfois tendance à observer peut-être une logique un peu corporatiste, beaucoup plus qu'une prise de recul. Et c'est justement la valeur ajoutée de la Cour des comptes, mais sans que ça devienne un épouvantail qui puisse parfois, par certains rapports, un petit peu terrifiant pour certains décideurs, devenir justement cet épouvantail qui peut bloquer la prise de décision, parce que prosaïquement, beaucoup de gens pourraient avoir peur de prendre des décisions et d'être vilipendés dans tel ou tel rapport de la Cour des comptes. Mais si ces décisions sont basées sur des études et que c'est des décisions qui sont bien réfléchies, pourquoi avoir peur? C'est-à-dire, si nous allons prendre une décision en tant que département ministériel, il n'est même pas envisageable d'appréhender cette Cour des comptes finalement. Justement, il y a deux niveaux de réponse à ça. Il y a le premier niveau de réponse qui est justement, de toute évidence, une lecture approfondie des rapports de la Cour des comptes, qui sont des rapports extrêmement bien faits par des gens extrêmement pragmatiques. Driss a occupé la fonction en question de chef de gouvernement il y a quelques années. Donc c'est des rapports extrêmement pragmatiques. Mais il y a aussi l'ère du WhatsApp, du Facebook et des réseaux sociaux. On va sortir une phrase sortie de son contexte où on va dire « telle transaction s'est faite sans appel d'offres », sans vouloir chercher les tenants et les aboutissants. Et certaines presses vont en faire les choux gras qui vont permettre justement de tirer à boulet rouge sur tel ou tel décideur, sur tel ou tel ministre ou tel directeur d'office. Pourquoi je parle de tout ça? Je dis juste que demander à un gouvernement de faire son autocritique dans la configuration actuelle où la majorité gouvernementale est un petit peu précaire et quand même compliqué pour ne pas tomber dans l'angélisme, faire confiance au rapport de la Cour des comptes, oui, à 400%. Donc la dette, mais juste pour revenir à ma question, est-ce que le niveau de la dette aujourd'hui est inquiétant? Il y a plusieurs niveaux de réponse. Si on regarde les chiffres, nous sommes Vous, en tant que spécialiste, bien naturellement, des risques je au sein de l'Hermès. Oui et non. D'un point de vue de chiffres, stricto sensu, il n'est pas inquiétant. Lorsque nous voyons une dette publique à 82% du PIB, c'est une réalisation extrêmement encourageante et qui est très sensiblement au-dessus de beaucoup de pays qui nous dépassent sur tellement d'aspects. Mais la vraie question, c'est les 3000 points de base et 30% de plus que nous avons pris en termes de rapport entre la dette et le PIB sur quelques années. Dans quoi ont-ils été investis? Est-ce qu'ils ont été investis dans des équipements générateurs de valeur ajoutée? Est-ce qu'ils ont été investis dans une logique de paix et d'accalmie sociale, pour oser le terme? Est-ce qu'ils ont été mis à contribution à titre de mise en œuvre de programmes décidés il y a une quinzaine d'années et qui ne sont peut-être plus applicables dans le monde d'aujourd'hui? Pour répondre de manière très pragmatique à la question, 82% n'est pas un chiffre qui fait peur, mais ce qui fait réellement peur, c'est ce que nous avons investi, dans quoi il a servi. Donc la gestion des finances publiques. Et surtout, la genèse du projet. Pourquoi nous avons initié cet acte d'investissement? Est-ce que ça a été fait dans une logique économique ou dans une logique plus politique? Moi, malheureusement, j'opterai pour la deuxième option. J'y vois quand même pas mal de pendants politiques. C'est pour ça que j'ai fait une petite diatribe sur l'aspect politique en tout début de mon intervention, beaucoup plus que sur les aspects économiques. Donc, pour répondre très prosaïquement, 82%, c'est bien. Ça peut facilement déraper et on peut facilement se faire rattraper par le poids de la dette, le service de la dette, si les investissements engagés n'ont pas vocation à générer de la valeur ajoutée, ce qui malheureusement peut être le cas dans certains investissements qu'on ne nommera pas, mais qui est quand même assez visible à l'œil nu.
Très bien. Je ferai réagir tout d'abord Saad Ben Mansour sur ce qui a été dit et aussi peut-être aussi sur des points qui vous ont, vous, en tant que confrère éditorialiste, qui vous ont marqué dans ce rapport de la Cour des comptes. Il y en a beaucoup. On ne les citera pas tous aujourd'hui, mais et qui restent bien sûr relatifs à l'économie. Nous ne parlons pas politique dans Éco-Débat. Il y en a à profusion, les points dont on pourrait parler. Bien sûr, le rapport, c'est un rapport, comme vous l'avez dit, volumineux. Donc, pour le potasser, passez-moi l'expression, on en a encore pour des mois. Très rapidement sur la dette, comme pour des ménages, comme pour des particuliers, l'endettement est une sorte de ligne rouge. C'est un clignotant. Il faut toujours, c'est comme un chef de ménage qui a un budget de fin de mois qu'il doit gérer de manière pérenne, l'endettement de l'État, c'est la même chose. Maintenant, pour compléter ce que vient de dire Sia Alaoui, la dette marocaine à 82%, effectivement, ça peut ne pas être inquiétant pour l'instant, sauf qu'on oublie un détail, c'est que cette dette, nous l'avons contractée sur la base d'un certain nombre de fondamentaux passés. C'est-à-dire le Maroc a contracté cette dette sur la base d'un taux de croissance qu'il a réalisé dans les années passées, sur la base d'un déficit budgétaire qu'il a réalisé dans les années passées. Or, ce que nous sommes en train d'observer depuis 1 an ou 2, et ce qui est entrevu, c'est que notre modèle s'essouffle. Nous ne sommes pas sûrs, dans les 10 prochaines années, si nous continuons comme ça, de pouvoir réaliser la même croissance. Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir rester sur le même train de nos exportations. Donc, il y a un problème qui se profile, c'est-à-dire est-ce que dans les 10 ou 20 prochaines années, nous aurons la capacité d'honorer notre dette. C'est en ça que la dette inquiète, entre guillemets. Maintenant, c'était juste très rapidement pour le rapport dans sa globalité, et je rejoins parfaitement Sia Alaoui. Il se trouve que le patron de la Cour des comptes est lui-même ancien Premier ministre. Donc il sait parfaitement où cibler ses investigations, parce qu'il a été, comme on dit, il a été aux manettes il y a quelques années. Donc finalement, c'est le bon homme au bon endroit. Oui, c'est parfaitement, c'est très bien. Donc il sait parfaitement... du moment qu'il a lui-même été dans ses rouages, donc il les connaît. Exactement, donc il les connaît. Maintenant, pour aller au-delà des... oui, il faut contrôler les agents, les comptables publics, il faut qu'ils rendent des comptes. Mais on doit aller au-delà de ça. Parce que, in fine, contrôler va donner lieu à la sanction, oui, mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce que, in fine, c'est quoi? La Cour des comptes, c'est pour, moi je l'espère en tout cas, il faut que le travail de la Cour des comptes nous permette d'améliorer le rendement de la dépense publique. C'est-à-dire, sanctionner, oui, mais il faut qu'à l'avenir, si l'État a dépensé 10 pour faire pour acheter quelque chose ou pour construire un édifice, il faut que tout ce qui est remonté par la Cour des comptes nous permette à l'État de faire des réalisations moins chères, donc une dépense publique moins coûteuse et avec des rendements meilleurs en termes de création d'emplois, bien sûr, en termes d'effets induits sociaux, etc. Donc la sanction en soi n'est pas la finalité de ce travail. Il ne faut pas le voir. Le contrôle en soi, pour contrôler, pour sanctionner, ce n'est pas suffisant. La finalité du travail de la Cour des comptes, c'est d'améliorer la qualité de la dépense publique. Voilà, c'est à mon sens. Est-ce que le fait que pour la première fois, ce rapport de la Cour des comptes audite le budget même de l'État pour l'exercice 2016, est-ce que peut-être ça prouve ce qui vient d'être avancé par Saad Ben Mansour sur comment gérer finalement nos dépenses, ou en tout cas l'État? Il faut revenir à la fonction essentielle d'une Cour des comptes. Oui. C'est une analyse à froid d'un cadre budgétaire, disons d'une ressource publique qui a été dépensée dans le cadre d'une politique publique. Que veut dire tout cela? La dépense publique est un levier pour la croissance, pour l'entreprise. C'est une manière que l'État agit pour justement donner un cadre macroéconomique favorable à l'activité économique. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train d'analyser? On est en train d'analyser la logique même de cette dépense. Et là, Alaoui a bien voulu mettre un peu, il avait raison,
de dire qu'il y a un cadre politique important. Parce que quand on vient faire un budget, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est propre au Maroc? Bon, non, ce n'est pas propre au Maroc. Voilà, ce n'est pas propre. La France, je vous interromps, je m'excuse, Sidris, mais est-ce que c'est propre au Maroc? Quand on parle que ce sont des choix finalement politiques et non économiques? C'est normal. Un parti politique, quand il vient, c'est pour mettre en œuvre sa vision de la société, sa vision du développement. Au Maroc, depuis un certain nombre de gouvernements, et on n'a pas le choix, nous avons 50% des dépenses publiques qui vont vers ce qu'on appelle les secteurs sociaux. Ça n'a jamais été un problème. Je vais vous dire, depuis tout à l'heure, on est en train de parler de la rationalité de la dépense publique. Dans des pays, par exemple, comme l'Asie du Sud-Est, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, c'est des gens qui ont reçu des fonds dans le cadre du plan Marshall. La différence entre ces pays-là et nous, c'est qu'eux, quand ils ont pris $1, il y avait une rentabilité de 15 en face. Et c'est ce qui est demandé à une... C'est-à-dire, quand on parle dépenses publiques, on ne parle pas d'un financement à fond perdu. Au contraire, on est là en train de préparer des conditions positives, favorables, à ce que l'entreprise privée qui puisse avoir de l'infrastructure, qui puisse avoir un gros investissement qu'un entrepreneur ne peut pas faire tout seul, c'est la communauté qui le fait à sa place. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que nous avons des actes de dépenses publiques qui ne sont pas raisonnés, qui ne sont pas vérifiés, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une logique de statique. C'est ce que voulait dire ça tout à l'heure, si j'interprète sa pensée. La statique, même en analyse économique, on considère qu'un système fonctionne selon un certain nombre de lois et d'interdépendances et que toutes choses étant égales par ailleurs, on va retrouver les mêmes résultats. Ce n'est pas vrai. Quand on est dans la dynamique, on est devant des acteurs qui ont des ambitions, qui ont des anticipations rationnelles. Et c'est des gens en face desquels il faut prévoir un peu l'évolution. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons eu un taux de croissance de 4%, 4,5%, parce que l'agriculture a joué un rôle. Mais demain, si on est dans une situation de sécheresse totale, avec une dépendance vis-à-vis de la pluviométrie et du secteur agricole, ça veut dire qu'on aura une croissance négative. Notre modèle s'essouffle. C'est le modèle qui va partir. D'où le concept d'un modèle qui s'essouffle, c'est ça. L'offre exportable marocaine, elle n'a jamais pu se stabiliser sur un choix pour pouvoir travailler, si vous voulez, le sillon qu'on avait creusé. Nous ne cessons de louer les nouveaux métiers, l'automobile, l'aéronautique, qui ont même dépassé dans Mais nous ne sommes que sur un segment, Khadija. On est sur un segment de l'aéronautique, on est sur un segment de l'automobile. Est-ce que ça ne fait pas de nous un acteur dans la chaîne de valeur mondiale ou pas? On est acteur dans la chaîne de valeur, mais nous n'oublions pas, on est dans la sous-traitance à l'international. C'est une logique d'économie monde qui fonctionne ainsi. Primo. Et qui, voilà. Primo, absolument. Et il y a aussi la notion de part de marché. De part de marché. Oui, à notre échelle, nous voyons que ça se développe, mais finalement, il faut rapporter ça. Nous le faisons grâce à Bombardier, parce que Bombardier, il a une stratégie à l'international. Il est en train de chercher dans une logique de coût, là où il peut faire le meilleur rendement. Peugeot, Renault, etc., c'est la même logique. Mais ne l'oublions pas, ce n'est pas une dynamique qui est immanente à l'économie marocaine. Elle est importée et nous nous insérons de manière intelligente dans cette nouvelle division du travail. Donc, si on le fait, il faut qu'on maintienne les autres indicateurs de la dynamique dont on est en train de parler. Alors si on se situe, on va se satisfaire de dire on a les meilleurs fondamentaux macroéconomiques et demain ça va être la même chose, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'aura que des problèmes. Autre chose, nous avons des investissements qui sont très peu créateurs d'emplois, très peu créateurs de croissance. De valeur ajoutée. Parce que la valeur ajoutée hors agriculture, elle n'a jamais dépassé 2%. Oui. Mais ça reste problématique. Alors, si on veut créer de l'emploi, c'est-à-dire 200 000 emplois par an, 300 000 emplois par an, il faut un taux de croissance de 7-8%, et qui est très, très, très loin, si on est réaliste, du potentiel que nous avons aujourd'hui. Alors, pour revenir à la Cour des comptes, il y a ce concept de la gouvernance qui revient beaucoup. Est-ce que c'est un concept nouveau pour nous, jusqu'à ce que la Cour des comptes, finalement, décide de sortir, disons, ce concept peut-être des tiroirs? C'est même un fourre-tout, entre nous, oui, elle réagira. Effectivement. Mais il y a, si on veut un peu résumer ce qui a été dit ces 10 premières minutes, il y a cet aspect de gouvernance qui revient.
Hicham Ben Saïd Alaoui. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le constat est là, on manque de gouvernance, mais finalement, comme le dit Driss Aissaoui, c'est un fourre-tout. Mais quel genre de gouvernance avons-nous, dont on a besoin aujourd'hui pour avancer ? Justement, cette notion de gouvernance qui est effectivement un fourre-tout incommensurable dans lequel on peut caser autant de notions qu'on veut, va varier encore une fois en fonction du spectre de lecture. Si j'ai une législature de 4 ans ou de 3 ans et que je dois faire mon temps, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je travaille sur la durée pour qu'on en tire les fruits dans 15 ans? Je ne serai plus là. Et on dira peut-être même de moi que j'ai été un mauvais ministre. Ou bien je travaille à court terme en disant j'ai ramené quelques investisseurs étrangers, j'ai employé 10 000 personnes. Mais quel impact sur le pouvoir d'achat? Le milliard d'investissements que j'ai ramené, quelle valeur ajoutée? Parce qu'il y a aussi quelques abus de langage. Le Marocain moyen n'est pas économiste, mais il a quand même droit à un minimum de communication un petit peu vulgarisée. Une exportation est un chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires n'est pas un PIB. Le PIB est la somme des valeurs ajoutées. Je peux faire 15 milliards de dollars d'exportation. Si j'ai une valeur ajoutée très faible, j'aurai un impact beaucoup plus faible que si j'exporte 1 million de dirhams, mais avec une super intégration industrielle et une super valeur ajoutée. C'est ce qui se passe à la Silicon Valley depuis des années, etc. Exactement. Donc déjà, il faudrait qu'on se positionne dans un spectre de lecture. Qu'est-ce que la gouvernance? C'est quasiment philosophique comme question. Est-ce qu'on m'a demandé, avec les moyens de bord, de faire ce que j'ai? Est-ce qu'on m'a demandé, pour être tout à fait prosaïque, moi j'aime bien des exemples très terre-à-terre, en tant que ministre, d'avoir un bilan qui permet à ma formation politique d'être réélu aux élections suivantes? De quelle gouvernance nous parlons? Cela coule de source. Tout dépend. Si nous avons 2 départements, l'un est géré par un technocrate qui n'a pas forcément la même pression politique qu'un autre, et l'autre géré par un politique. On a vu récemment une sortie d'un ancien ministre qui disait que tel ministre, depuis qu'il est passé ministre, n'a pas fait de renvoi d'ascenseur vers son parti. Ce qui est une aberration. Parce qu'un ministre doit servir le pays. Oui. Et qu'un ancien ministre pense qu'un ministre est là pour servir son parti, c'est quand même très grave. Donc, qu'est-ce que la gouvernance? Si nous parlons d'un point de vue technocratique, les personnes à la tête des ministères ont toutes fait les meilleures écoles d'ingénieurs, ont toutes été ministres 2 ou 3 mandats. On peut parler de M. Boussaïd, qui a été ministre de la modernisation des services publics, qui a été ministre de l'artisanat et du tourisme. Directeur central au ministère des Finances. Directeur central au ministère des Finances, gouverneur, préfet. Wali, à Casa, Sousma Sadra. C'est un super cursus. Mais est-ce qu'on le juge en tant que M. Boussaïd politique ou M. Boussaïd technocrate? Je suis sûr que son bilan ne serait pas le même en fonction de son organisation, selon que c'est le Boussaïd politique qui parle, parce qu'il a peut-être une autre vision que le Boussaïd économiste, qui est peut-être, et tout le monde le dit, un des meilleurs technocrates que nous ayons. C'est cela. Donc parler juste de gouvernance d'un point de vue technocratique est quasiment réducteur, parce que par défaut, la Cour des comptes s'exprime face à des personnes qui ont toutes des compétences technocratiques très au-dessus de la moyenne, et pas sorties juste du spectre marocain, mais au niveau français, américain, avec détentrices d'une autre nationalité, elles auraient pu gérer de très grands offices à l'international. Mais il y a d'autres considérations qui peuvent être sociales, qui peuvent être politiques, qui peuvent être conjoncturelles dans d'autres pays, et on n'a pas envie que ça se propage chez nous, etc., qui font que, quelque part, venir benoîtement et leur dire le bilan d'un point de vue technocratique stricto sensu, biaise quand même l'analyse. C'est quelque chose sur lequel j'aimerais beaucoup insister, parce que technocratiquement, tout le monde est conscient, on n'a peut-être même pas besoin du rapport de la Cour des comptes, parce que les premiers à faire leur autocritique seraient les directeurs d'office et les ministres, etc. Mais il y a d'autres considérations, et ce serait quand même très réducteur des occultés. Et concrètement, et de manière réaliste, si nous devions prendre exemple de ce rapport de la Cour des comptes, quelles sont les urgences aujourd'hui? Parce que, en deuxième partie d'émission, dans quelques minutes, vous avez quelques minutes, messieurs, pour réagir, nous allons parler justement des dossiers chauds sur la table de notre nouveau ministre de l'économie et des finances. Alors, les urgences, justement, pour revenir à ce point, on parle oui. On parle de secteur, on parle du tourisme, on parle du secteur de l'enseignement. Il y a beaucoup d'où le terme métastatique dans mon édito. Il y a beaucoup de métastases. Il y a des dysfonctionnements dans différents départements. Et je pense, à mon avis, le terme gouvernance, quand on le prononce, quand on l'écrit, quand on le publie, il y a souvent quelque part une sorte de connotation négative qui sous-tend ou qui sous-entend de la triche ou de la malversation. Or, à mon avis, si des dépenses ont été faites par un responsable
et que la Cour des comptes a relevé une sorte d'irrégularité, parfois aussi c'est un manque de formation, parfois c'est un manque d'information, parfois c'est un dysfonctionnement dans l'organisation elle-même. Mais est-ce qu'il a le droit en tant que responsable de faire ce genre d'erreur? Écoutez, mettez-vous, très souvent, j'ai l'occasion de parler. L'erreur est humaine, mais quand très souvent, on est à la tête d'un département qui gère des milliards et des milliards de dirhams. Très souvent, de par ma fonction de journaliste, on parle à des responsables publics et ils nous expliquent des situations dans lesquelles il était dans l'obligation d'acter la dépense parce qu'il y avait urgence. Et c'est là où le terme gouvernance n'est pas dans le sens gérer ou tricher. Non, c'est aussi dans le sens le fonctionnement de l'administration. Parfois, et vous le savez, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, parfois il y a de hauts responsables qui sont obligés de faire des dépenses dans l'urgence parce qu'il y aura un événement qui va arriver dans 15 ou 20 jours et que si techniquement ils devaient respecter, je ne suis pas en train de les défendre, je suis en train de vous expliquer la réalité. S'ils devaient respecter à la lettre la procédure de la dépense publique, eh ben, le Maroc ne pourra pas organiser COP22 dans 15 jours ou dans un mois. Mais la COP22 ne s'est pas décidée en 2 semaines. Je dis COP22. Parce que le budget y était conséquent. C'est ce genre aussi de contraintes, c'est ce genre de contraintes face auxquelles parfois les responsables publics sont et je peux vous dire que s'ils n'arrivent pas à honorer l'échéance qui lui a été posée, événement ou quelque chose de ce genre, et bien là aussi, il y aura autre chose. Il y aura une sanction d'un autre type, pas la Cour des comptes. Donc, il y a aussi la formation. Parfois, les comptables publics font des choses dont ils ne sont pas peut-être formés ou informés. Et en fin de compte, il y a les multinationales. Prenons le modèle de multinationale. C'est du reporting. Quand il y a du reporting, il n'y a pas de faille. Et le reporting, ce n'est pas une fois par an, c'est une fois par mois. Ce n'est pas de l'audit. C'est quelque chose qu'on fait... Quand ce n'est pas une fois par semaine. Alors, prenons un département ou deux et instaurons une sorte de reporting. Et je suis sûr que le reporting va régler une grosse partie des surprises sur lesquelles on tombe à la dernière minute à l'occasion d'une inspection de la Cour des comptes ou des choses comme ça. Voilà. Je voudrais faire réagir Driss Essaoui rapidement, en 1 minute, pour clore ce dossier, bien sûr, très très riche de la Cour des comptes. La Cour des comptes, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour le rapport, le rapport, il est bienvenu. Nous n'oublions pas, c'est une culture qu'il faut avoir, la culture de l'évaluation. Exact. Parce qu'on a l'impression que quand quelqu'un est nommé ministre, ils se sont redevables vis-à-vis de personne, ni les partis politiques, ni les ministres. Or, aujourd'hui, encore moins le citoyen. Non, alors le citoyen, c'est le but. Si vous dites, si on a une Cour des comptes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle épluche. Il faut être heureux et vraiment très content de trouver des rapports de cette qualité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des spécialistes qui ont regardé tout le process, ils l'ont décortiqué, ils regardent un peu la procédure telle qu'elle est définie par la comptabilité publique, etc. Ils disent qu'il y a des défaillances. N'oubliez pas aussi que les départements ministériels, ils ont un droit de réponse, que la Cour des comptes peut publier aussi. Mais ça, ce n'est pas le problème. La culture de l'évaluation, nous ne l'avons pas. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est ce qui revient à ce que tu as dit pour ça ne se passe pas qu'au ministère. C'est dans plusieurs secteurs. C'est la culture marocaine. Je ne veux pas être comptable de quoi que ce soit. Très bien. Alors, nous allons, en deuxième partie d'émission, dans quelques instants, parler de ce nouveau ministre de l'économie et des finances, puisqu'on parle de ce rapport de la Cour des comptes. Qu'est-ce qu'attend Mohamed Ben Chaboun? Élément de réponse après la pause pub. Restez avec nous. Vous regardez Éco-Débat sur Média TV en cette deuxième partie d'émission. Bienvenue. Dans sa toute première déclaration à la presse, Mohamed Ben Chaboun, nouveau ministre donc de l'économie et des finances, a affirmé avoir demandé à ce qu'il y ait un maximum d'accompagnement de l'entreprise marocaine, d'une part pour lui faciliter l'accès au financement en mettant en place un certain nombre de mécanismes innovants en matière de garantie, et d'autre part pour permettre à ceux travaillant dans l'informel de migrer vers une économie formelle. Fin de citation. Messieurs, quels sont les atouts de Mohamed Ben Chaboun qui lui permettront de réussir là où ses prédécesseurs ont échoué? Driss Essaoui.
Enfin, cette citation, elle est très parlante. C'est un monsieur qui vient du domaine de la banque, et pas n'importe quelle banque, c'est la Banque Centrale Populaire, qui est très, disons, très familière avec les PME, PMI, elle a un réseau extraordinaire, etc. Et qu'aujourd'hui, disons, cette carotte qu'il veut lancer aux entreprises est tout à fait naturelle. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie d'avoir la CGM sur le dos, il n'a pas envie que l'on puisse... Il est vrai que l'entreprise a un certain nombre de dispositifs de soutien et d'accompagnement. Ce n'est pas suffisant, ça ne sera jamais suffisant parce qu'il y a un arbitrage à faire. Ce qui est plus intéressant aussi, par ailleurs, c'est l'effort qui doit être fait sur la transformation du tissu d'entrepreneurs individuels qu'il y a au Maroc et qui puissent entrer justement dans cette légalité, disons dans les circuits économiques pour être financés, etc. Ça, c'est une autre chose. Maintenant, les entreprises, quels sont leurs problèmes? D'abord, elles vous poseront le problème de la fiscalité. Et on est actuellement... C'est toujours le même problème qui revient. Non, mais c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire, ce qu'il n'y a pas, il y a un gros problème de communication autour de ce sujet. Qu'est-ce qu'il faut? On a une direction générale des impôts qui est en train de mener, tambour battant, une grande campagne de modernisation de la fiscalité marocaine à travers la numérisation, à travers le traitement des données à distance, etc. Ça demande un changement de culture. Et c'est ce que nous n'avons pas. C'est ça le problème. Première partie d'émission, c'était la conclusion. Et aussi, là, c'est un changement de culture. Et bien sûr qu'il ne s'opère pas du jour au lendemain. Non, mais le problème, là, nous c'est que parlons des l'entrepreneur urgences. marocain, les urgences, on ne peut pas, dans le poste de ministre des Finances, parler en termes d'urgence. Très bien. Donc, on ne peut pas prendre des décisions dans la précipitation. Pas du tout. Sauf qu'il y a beaucoup de dossiers non, urgents il a à faire, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit faire, c'est continuer les chantiers qui ont été lancés. Il y a des engagements qui ont été pris. Il ne va pas faire la révolution. S'il a pris le choix de souligner l'importance d'accompagner l'entreprise, parce qu'il considère que, et il est vrai, que l'entreprise, PME, PMI, etc., et toute dimension, elle opère sur 80% de création d'emplois. C'est pour ça qu'il en parle. Et il est normal qu'on le fasse. Le reste, il est inscrit dans le budget. Et il y a un projet de budget pour 2019 qui lui-même est porteur d'un certain nombre de choix. Probablement, est-ce qu'il va intervenir au niveau des débats? On verra. On verra. Mais justement, sa nomination coïncide avec ce PLF 2019. Et cette note de cadrage qui vient d'être... Elle est préparée par l'ancienne équipe. Révélée par Oui. Par le premier... C'est d'ailleurs le ministre intérimaire qui a signé la note de cadrage. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, Mohamed Ben Chaboun va partir sur cette note de cadrage, sur ce projet de loi de finances préparé par son prédécesseur? Forcément, en tant que ministre, il n'a pas le choix, on va le dire. Mais au-delà de ça, moi je pense que... Il n'y aura pas de touche de Ben Chaboun dans ce projet de loi de finances? Forcément, peut-être à un niveau peut-être, disons, moins spectaculaire, plus opérationnel peut-être, parce que c'est dans l'immédiat, parce que là, le process, il est déjà, comment on dit, en cours. Mais au-delà de ça, je pense que, comme son titre l'indique, c'est un ministre de l'économie et des finances. Finances, s'entend finances publiques, donc les recettes de l'État, les dépenses de l'État. Jusque-là, ça va. Mais ministre de l'économie, je pense qu'il va falloir que le Ben Chaboun se mette en tête qu'il doit activer des leviers. Qui dit économie dit politique économique. Et très souvent, on oublie souvent que le ministre des Finances, de par sa fonction, contrôle 3 grandes directions, méga directions. Il y a la direction générale des impôts, le fisc, la fiscalité dont vous parliez. Il y a une autre grande direction qui s'appelle la direction des domaines, le domaine de l'État. Et qui dit domaine de l'État dit foncier. Et qui dit foncier, eh bien, on sait aujourd'hui que le foncier, c'est le nerf de la guerre pour l'entreprise. Pour l'entreprise, oui, justement. Et l'État, le gouvernement marocain, a lancé il y a 2 ans toute une étude. D'ailleurs, les fonds du MCC, du Millennium Change Corporation, il y a une grosse partie qui va vers le foncier, c'est-à-dire foncier industriel. Comment activer le foncier pour l'investissement. L'investissement, oui. Et la 3e méga direction aussi, c'est la direction des douanes. Donc, ce sont 3 leviers pour l'entreprise et pour l'investissement que le ministre des Finances contrôle de par ses fonctions et de par le périmètre de son action. Mais il y a une transversalité entre ces 3 départements, vu qu'ils sont
Il y a une transversalité de la vision, Il y a une des programmes. souveraineté, du moins. Oui, Il y a une grande On parle souveraineté. de transversalité de programmes et de justement, vision. moi je pense, justement, s'il oui, devait y non. avoir une touche du ministre, c'est justement se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne contrôle pas des directions, une direction des impôts pour collecter l'impôt, une direction des douanes pour collecter des recettes douanières et une direction des domaines pour préserver le domaine de l'État, mais réellement de percevoir et concevoir ces directions opérationnelles comme étant des leviers pour la politique économique avec sa casquette de directeur de ministre Du ministre de l'économie et des Voilà, finances. c'est surtout ça. Hicham Ben Saïd Alaoui. Moi, je pense que, pour répondre également à la question, si Ibn Chaboun a pour lui beaucoup d'atouts. Déjà, il a une compétence académique reconnue, dans la continuité de son prédécesseur. D'ailleurs, à titre de pure anecdote, ils sont nés à quelques jours d'intervalle, qu'on retrouve la même maturité, qui fait que c'est un peu le climax, comme diraient les Anglais, d'une carrière, où c'est la synthèse de compétences acquises ici et là. Deuxième point fort, très important pour lui, c'est sa connaissance très marquée des préoccupations des Marocains. Parce que ne serait-ce que par son passage à l'ANRT, mais également à la banque, l'ANRT avec le taux de pénétration du mobile, c'est une problématique majeure pour les Marocains. Donc lui, il devait être au cœur de ce qu'attendaient les Marocains en termes de prix, de plans tarifaires et autres pour pouvoir y répondre. Pareil au niveau de la banque qu'il dirigeait jusqu'à il y a quelques jours, qui est présente dans beaucoup de villages où il n'y a pas des institutions, par exemple, de l'État, où il y a des représentants de cette banque. Donc lui, il connaît, en théorie du moins, au plus profond des contraintes dans les petits villages, dans les petites villes, dans les petits quartiers, etc., dans leurs moindres détails. Et d'ailleurs, moi j'ai senti une rupture avec le passé par une phrase qu'il a dite incidemment, qui a l'air de rien, mais qui pour moi est très importante. Il y a une coupure avec une lecture un peu démagogique de la situation des entreprises, où beaucoup de représentants politiques disaient les banques ne prêtent pas suffisamment, c'est un problème de banque, il n'y a pas un problème de gouvernance, il n'y a pas un problème au niveau du modèle économique, il n'y a pas de problème. S'il y a des délais de paiement qui s'allongent et qui atteignent des niveaux choquants, c'est à cause des banques qui ne prêtent pas. Lui, il a remis, comme dirait Manuel Valls, l'entreprise au centre du débat. Il a dit, nous allons aider l'entreprise à se structurer, passer de l'informel au formel, mettre en place des garanties pour être éligible au financement. Donc, quelque part, il parle comme un banquier qui devrait justifier d'un refus de crédit, un particulier pour lui dire « aide-toi, le CIED t'aidera ». Là, en s'adressant aux entreprises, parce que tout à l'heure, on parlait de déni de réalité. Ce n'est pas de ma faute, c'est celle des banques. Ce n'est pas ma faute, il n'a pas plu. Ce n'est pas ma faute, c'est la conjoncture. Là, si les entreprises commencent à dire bah, « c'est d'abord ma faute », et ensuite la faute des autres, et on peut vous aider. À ce que les banques vous prêtent davantage? Est-ce que il y a déjà un projet de partenariat public-privé pour le financement, justement. Ça commence par là. Et il y a cette question de délai de paiement qui a été même soulevée par le souverain dans le discours du 20 août dernier, et qui pose un peu, on va dire, qui pose la base un peu, qui trace un peu comment Mohamed Ben Chaboun entamera sa fonction à la tête de ce ministère. Non comme banquier, mais comme... Je pense qu'il a pris les choses par le bon bout, en n'occultant pas la responsabilité des entreprises. Aidez-vous, structurez-vous, et derrière les délais de paiement qu'on pourrait, à titre de métaphore, comparer à de la fièvre. S'il y a des délais de paiement qui sont longs, il y a un problème. Mais la fièvre peut être une simple fièvre, peut être un rhume, peut être un cancer, on n'en sait rien. Il faudrait diagnostiquer, aller plus en profondeur. Est-ce qu'on a le temps de diagnostiquer? Est-ce qu'aujourd'hui, le tissu entrepreneurial ne saigne-t-il pas assez? Si. Donc il y a urgence finalement. Mais disons que la réponse qu'on pouvait parfois apporter à l'urgence, c'est-à-dire que les banques octroient plus facilement de crédit, c'était donner quelques comprimés pour faire baisser la température. Mais si le cancer y est, il est resté. Il faudrait soigner à la base. Et là, en s'attelant aux vrais problèmes des entreprises, moi j'y vois un motif d'espérance parce que là, peut-être qu'enfin, j'ose le mot, on va mettre sur la table les sujets qui fâchent. Peut-être une vision un peu trop politique, peut-être une vision court-termiste et informelle qui ne permet pas un réel décollage, peut-être un problème, non pas d'essoufflement, mais de fin du modèle économique. Il faut peut-être passer à autre chose. Mais là, au moins, on pose les vrais débats, ce qui n'était pas le cas. On était beaucoup plus, pour moi, un peu dans une logique un peu cosmétique. C'est les banques qui ne prêtent pas, il n'a pas plu. Là, nous osons des problématiques et des thématiques fortes, et c'est malheureusement comme ça, en se regardant dans un miroir, qu'on va évoluer. Très bien. Peut-être une réaction, messieurs, avant de passer au sujet international sur la nomination de Mohamed Ben Chaboun à la tête du ministère. Dans le même ordre de l'idée, je dirais que les banquiers, eux aussi, auront, enfin, la communauté financière aura enfin en face quelqu'un qui va parler le même langage, qui comprend le langage et dont ils comprennent le langage. Donc, on ne restera pas dans des
dans des positions, dans des rapports de force. Je suis l'État, je donne de la garantie ou je ne donne pas de la garantie, mais réellement dans un échange où le ministre lui-même a fait partie de la communauté financière pendant des années. Donc il est capable de sentir, d'avoir la sensibilité, de comprendre les petits détails, parce que parfois aussi il y a des détails qui font la différence. Donc voilà, tout cela va permettre, je pense, d'avoir de travail à la communauté financière et à l'État, au public de manière générale, de travailler en meilleure intelligence, comme on dirait. Mais en tout cas, il y a beaucoup, c'est-à-dire, on va dire que les attentes sont là, et puis il y a beaucoup de dossiers en suspens. La tâche ne sera pas facile, en tout cas pour notre nouveau ministre de l'Économie et des Finances. Je pense que Ben Chirboun a tous les atouts pour jouer un nouveau rôle du ministre des Finances. Au lieu d'être l'arrière central qui bloque toutes les initiatives, il faut qu'il joue le rôle de facilitateur, d'accompagnateur de toutes les dynamiques qui puissent naître. Les ministres sectoriels sont toujours gourmands. Le problème, vous savez quel est le problème? C'est que tous les ministres, quand ils demandent les budgets, c'est bien, ils sont justifiés. Mais au mois d'octobre, on se rend compte qu'on n'a pas pu dépenser plus de 50% du budget. Comment? C'est irrationnel. Alors qu'on aurait pu, si on avait fait justement cette analyse de coût d'opportunité, si on savait exactement sur le passé comment on avait géré, on aurait pu voir ça. Mais il est attendu sur ce sujet-là, au lieu d'être un empêcheur de danser en rond, d'être un facilitateur. Et ça, ce n'est pas une attitude très simple que les fonctionnaires du ministère des Finances voudront jouer, parce qu'eux, ils étaient dans le confort. Ce n'est pas dans la comptabilité publique, ce n'est pas dans les textes. Changez les textes, venez, on va vous donner de l'argent. Mais eux ne peuvent pas donner facilement de l'argent à tous les ministres, à tous les départements, parce que tout le monde demande des moyens, mais il ne sait pas les gérer. C'est une question de gouvernance, encore une fois. Et de reporting. Donc, effectivement, est-ce que finalement, la question qui se pose, enfin, que je me pose très naïvement, est-ce que finalement, les départements qui reçoivent un budget sont censés faire du reporting finalement à ce ministre de l'Économie et des Finances, comme dans toute entreprise, pour un directeur administratif et financier, un DAF. Un directeur de, disons, on va dire une fonction d'audit interne. D'audit interne qui puisse justement... Interministériel. La Cour des comptes peut jouer, je dis comme ça, potentiellement. La Cour des comptes est capable comment dire, d'étendre un peu son périmètre et de faire du contrôle et de l'audit. Sur le plan de la doctrine, c'est compliqué. La Cour des comptes travaille à froid sur des morasses budgétaires, etc., sur des politiques publiques qui sont déjà passées. Parce que sinon, tu vas squatter même l'espace politique de celui qui est en train de gérer. Donc finalement, ils deviendront des marionnettes. Ils vont les laisser travailler. Ce que les ministères doivent faire, ils ont des inspections, générales qui ne fonctionnent rien, qui ne servent à rien. Au lieu, il faut le redéployer, les former, leur donner les moyens de faire justement ce reporting et qui sera bon pour tout le monde. Et il y a aussi cette loi d'exécution qui aura son rôle dans tout ce qui vient d'être cité. Messieurs, il nous reste une troisième thématique que je souhaiterais aborder. Avec quelque chose à ajouter. Brièvement peut-être. Très brièvement, juste pour dire qu'un reporting soit efficient, il faudrait qu'il y ait de la comptabilité analytique. Si nous mettons des mois à arrêter de la comptabilité générale, si j'ai acheté un ordinateur, ça va dans les immobilisations corporelles. Moi, ce que je veux savoir, c'est dans quelle optique, dans quel projet, etc. Et donc ça, si on peut avoir de la comptabilité analytique 3 ans après l'arrêté des comptes, ça ne servira pas à grand-chose. Donc c'est pour ça qu'il faut dynamiser beaucoup de cellules au sein des ministères pour qu'on ait de la comptabilité générale à peut-être 2 mois après la fin de l'exercice et de la comptabilité analytique 4 mois après. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose, effectivement. Il y a une sorte de contrôle de matérialité, de pertinence de la dépense. Très bien, messieurs. Alors, sujet international. Nous n'avons pas beaucoup de temps, 8 minutes peut-être pour traiter de ce sujet. Je parle là des nouveaux intérêts européens en Afrique. Je le disais en intro, 2 femmes puissantes de l'Europe ont effectué chacune de son côté 2 visites distinctes dans différents pays du continent africain. Il s'agit bien évidemment de la chancelière allemande Angela Merkel et de la première ministre britannique
Theresa May. Il est clairement question d'intérêt stratégique pour ces deux pays européens. Pour la première ministre britannique, elle entend, en tout cas selon les déclarations officielles, éponger les pertes du Brexit. Pour la chancelière allemande, il y a d'autres intérêts, aussi d'autres attentes. Il y a l'immigration, il y a aussi peut-être, on en parlait avant le début de l'émission, en off, Noussol a soulevé un point très important, c'est la présence allemande dans le continent bien sûr, déjà. On l'oublie peut-être, mais peut-être que l'information est passée un peu inaperçue, mais depuis 2017, le premier fournisseur européen de l'Afrique, c'est l'Allemagne, ce n'est plus la France. Aujourd'hui, l'Allemagne représente 4,3% de part de marché dans les importations africaines. Vous allez me dire 4%, ce n'est pas beaucoup, mais c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est vrai qu'à côté des 18% que pèse la Chine, c'est rien, mais en tout cas, en Europe, le premier pays qui exporte vers l'Afrique, c'est bien l'Allemagne. Et quand on dit exportation allemande vers l'Europe, ça va du produit alimentaire à l'armement. Et c'est un gros enjeu, c'est de beaucoup d'enjeux pour l'Allemagne. Donc ce n'est pas pour rien que Merkel a pris son avion et est parti faire un tour en Afrique. Et puis, c'est vrai que c'est peut-être international, comme vous dites, c'est un sujet international, mais ça intéresse éminemment le Maroc. Et on va peut-être avoir l'occasion très rapidement de brosser ça. Vous pouvez l'évoquer tout de suite, parce qu'on a vraiment, il faut qu'on soit concile. Il y a de l'autre côté du globe, il y a un sommet Chine-Afrique. D'ailleurs, leurs visites sont intervenues il y a quelques jours de sommet. Et il y a depuis à la veille du Chine-Afrique, il y a Merkel et Theresa May. Exact. Pourquoi Theresa May? Parce qu'il faut aussi voir que sur le palmarès des pays européens exportateurs en Afrique, sur les 5 dernières années, la Grande-Bretagne a beaucoup dégringolé avec l'Italie. Donc là aussi, c'est du business. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, je pose la question à Hicham Saïd Alaoui, est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises, il y a des délégations, bien sûr, d'hommes d'affaires qui ont accompagné les deux, enfin Angela Merkel et Theresa May, est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises allemandes et britanniques investiront vraiment en Afrique? Pour moi, c'est une obligation pour les Britanniques, un petit peu moins pour les Allemands. Je m'explique très rapidement. Il faut savoir que la Grande-Bretagne avait, suite à son entrée dans l'Union européenne, avait totalement externalisé son activité industrielle. Ils ont gardé pour eux la banque, la finance, l'assurance, un peu d'entertainment, du cinéma, des séries, un peu de sport, etc. En termes d'industrie, c'était assez précaire. Et ils ont compté sur des conditions douanières et tarifaires favorables pour importer allemand, français, italien. C'est un business model qui leur convenait. Maintenant, avec le Brexit, il faut trouver des relais. D'une part, avant même d'exporter, déjà pour importer moins cher. D'autant plus face à une livre sterling qui, suite au Brexit, risque de se dévaluer encore davantage, les importations vont coûter beaucoup plus cher dans un pays où la balance commerciale est structurellement déficitaire en raison d'exportations qui sont inférieures aux importations. Donc déjà, pour moi, ils vont là-bas pour essayer de minimiser le coût des importations, éventuellement signer des accords ou nouer des partenariats et relancer la machine britannique parce qu'en termes d'offres exportables industrielles notamment, on peut beaucoup chercher, mais un pays même comme l'Italie, par exemple, est beaucoup plus outillé que la Grande-Bretagne. Donc ils y vont dans cette optique, c'est quasiment vital pour eux, d'autant plus que si maintenant ça coûte beaucoup plus cher d'importer français ou allemand, l'Afrique est vitale, d'autant plus que c'est un pays qui contrôlait à peu près 50% de la population mondiale, Inde, Pakistan, Kenya, Afrique du Sud, etc. Nigeria, mais qui s'est perdu en route, qui a très très peu de liens avec ces pays, qui cherchent même à s'en désengager en se recentrant de manière assez insulaire sur ces spécificités. Ils sont en train de se reconstituer une aura internationale. Est-ce que, en parlant de reconstituer une aura internationale, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre une nouvelle approche? Je n'ai pas envie de citer ce terme, parce qu'avant l'Europe venait en Afrique pour les matières premières, mais maintenant nous recherchons autre chose, Drissa Essaoui. On recherche les mêmes choses, rassurez-vous. Il ne faut pas se leurrer, absolument. On recherche les mêmes choses. Très bien. La matière première, les opportunités d'investissement. Avant, il n'y avait pas d'opportunités d'investissement. Avant, c'était vraiment les matières premières brutes qui étaient c'est une logique coloniale. importées d'Afrique. Et voilà, je ne voulais pas utiliser ce terme.
c'est ce passif colonial Oui. qui est très présent dans la perception générale des Africains. Et aujourd'hui, ils essaient de s'en défaire. D'ailleurs, le Maroc a bien expliqué cela, c'est-à-dire à travers ses initiatives directement pour dire, nous, on est là au même titre que vous. On a souffert d'un passé colonial. Aujourd'hui, il faut qu'on se prenne en charge et que demain, celui qui viendra commercer avec nous, qui viendra investir, qu'il investisse dans la logique du libéralisme, c'est-à-dire du un à un, c'est-à-dire donnant, gagnant. C'est du win-win, mais dans la mesure où l'autre il a la technologie, il a le savoir-faire, il va avoir un peu plus, mais on ne le fera jamais plus comme dans le passé. Et le fait qu'eux essaient de se déplacer à la veille du sommet Chine-Afrique. Chine-Afrique, oui. La Chine... Ce timing, il est quand même... Non, mais c'est extraordinaire. La Chine a été pas une coïncidence. Elle a été directe. Elle a pris 60 milliards de dollars. Elle a dit, écoutez, on sait que vous avez un problème de dette, un problème de refinancement. Voilà 60 milliards. Sachant que c'est la Chine qui finance principalement beaucoup de pays africains. Alors, absolument. Donc, avec les investissements sur les infrastructures, effectivement, l'Angleterre a un gros problème. Elle doit gérer l'après-Brexit. L'Allemagne, elle a déjà une initiative sur l'Afrique qu'elle avait lancée, mais qui n'arrive pas à démarrer. Mais tous savent que l'avenir, c'est l'Afrique. Mais il ne faut pas se leurrer, bien sûr. Voilà. C'est l'Afrique. Mais quand on vient chercher en Afrique, c'est les ressources, c'est les opportunités pour l'avenir. Même sur les technologies d'information, c'est la même chose. Et vous savez aussi ce qu'on cherche aussi, ce que cherche un pays comme la Chine ou comme l'Allemagne ou comme l'Inde, on cherche la nourriture pour la population dans les 30-40. Je vais vous dire pourquoi. 50, etc. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, dans les pays développés, les terres qui étaient arables sont exploitées. C'est-à-dire l'agriculture intensive en Australie, aux États-Unis, au Canada, on est au top. Mais il reste quand même quelque chose comme 60%. Aujourd'hui, il y a 1 milliard d'hectares arables, comme on dit, en Afrique. Seuls 230 millions d'hectares sont réellement et véritablement exploités. Donc il reste quand même un gisement de 800. Ça veut dire que dans les 50 années qui viennent, pour nourrir la population dans le monde, il n'y aura d'autre solution que de le faire en Afrique. Et d'ailleurs, les Chinois ont déjà commencé. Ils investissent dans le riz dans plusieurs pays africains. Et l'Inde le fait déjà aussi. Donc, il vient chercher les matières premières parce que, entre nous, une entreprise chinoise avec un marché chinois de 2 milliards d'habitants n'a pas besoin d'exporter d'un petit marché africain, mais elle a besoin surtout d'avoir de la matière première et de la ressource pour fabriquer dans ses usines en Chine. Il ne faut pas se leurrer, c'est comme ça le business. Avec une pointe de pragmatisme du côté allemand, puisque Angela Merkel a fait le pari des migrants et d'ouvrir son pays. Maintenant, même l'extrême gauche allemande s'y met et commence à refuser frontalement les migrants. Donc peut-être qu'Angela Merkel y va dans une optique de renflouer les richesses de certains pays pour, désolé de l'expression très laide, mais couper le mal à la racine. C'est ça. Parce que s'il reste comme ça... Mais c'est réaliste complètement. Donc, il ne faut pas le voir comme étant une visée avec des remords d'anciens colons qui viennent sur leurs anciennes terres. C'est soit du pragmatisme économique, soit politique. L'Allemagne en impérialisme, en tout cas, on ne peut pas évoquer ce terme-là. Peut-être le Cameroun. Moins que l'Angleterre enfin moins que la Grande-Bretagne ou la France. On va dire c'est moins laid. Exactement. Mais effectivement, il y a cette question de la migration et de soigner le mal à la racine ou couper le mal à la racine. Moi, je préfère le terme soigner. Son pari politique, elle est en train de le perdre. De le perdre, exactement. Un dernier mot. C'est l'origine de l'initiative allemande sur l'Afrique. Le Maroc il fait partie prenante. Mais maintenant, aujourd'hui, que ce soit, toutes les grandes puissances sont obligées de regarder l'Afrique. Ce n'est pas parce que nous sommes les plus beaux, parce que c'est une réalité tangible. Il y a un gisement. Il y a un gisement. Le dernier gisement inexploité, c'est l'Afrique. De toutes les manières, il y a le pétrole pour lequel on a fait toutes les guerres dans le monde entier. Aujourd'hui, il y aura les prochaines guerres, c'est l'eau. Et d'ailleurs, on aurait dû en parler, parce que c'est un dossier brûlant. J'espère qu'on va pouvoir avoir l'occasion de le traiter. La question de l'eau au Maroc, qui est une grande urgence, et que le ministre des Finances devrait s'y mettre, parce qu'il faut accélérer les investissements pour la rationalisation de l'approvisionnement en eau, pour l'eau potable et pour l'agriculture. Et surtout qu'il y a le secrétariat chargé de cette ressource vitale qui n'existe plus. En tout cas, messieurs, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour cette première de la saison d'Éco-Débat.
Je vous donne bien naturellement rendez-vous pour d'autres émissions sur ce plateau avec d'autres analyses et critiques très constructives. Merci encore, messieurs. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre rendez-vous avec l'économie. Et là, Finance sur Média TV. Très bonne soirée à tous.